Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents pour ce second midi histoire en présentiel. Ça fait très longtemps que ça ne s'était pas produit et le public n'est pas encore totalement au complet, mais ça viendra peut-être. Et nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir pour cette séance aujourd'hui Florence Descamps et Philippe Bezès. Tous les deux sont membres du Comité pour l'histoire économique et financière de la France et surtout, ils ont tous les deux étaient les membres de la direction scientifique d'un séminaire sur l'histoire de la gestion publique avec deux autres universitaires, Sébastien Cotte et Lucille Talino. Et ce travail a donné naissance à un séminaire qui s'est poursuivi à Bercy de 2005 à 2014 et qui a donné naissance à 2 tomes d'ouvrages qui ont été publiés dans notre collection, la collection Histoire économique et financière de la France, sous le titre L'invention de la gestion publique. Et vous pouvez voir ces ouvrages à l'accueil, ils sont présents, et également sur le site de l'IJPDE, où vous pouvez également les commander en ligne ou en librairie. Voilà pour cela. Et Florence Descamps, quelques mots autour de Florence Descamps. Florence Descamps a été, je ne sais pas si certains dans la salle le savent, mais elle a été la première secrétaire scientifique du Comité pour l'histoire économique et financière. Je crois que c'était en 1987. Elle est restée jusqu'en 2004. Et durant ces quelques années de présence au sein du démarrage du Comité pour l'histoire, elle a mis en place un certain nombre d'activités et de projets d'activités qui existent toujours. Je les cite rapidement: édition, archives orales, histoire du ministère des Finances, organisation de colloques. Et aujourd'hui, elle est maître de conférences à l'École pratique des hautes études, habilitée à diriger des recherches. Ces 2 grands axes de recherche sont les archives orales et l'histoire des organisations. Elle a participé à de nombreuses publications et colloques qui ont été organisés ici même à Bercy dans le cadre des manifestations du Comité pour l'histoire économique et financière. Et surtout, elle a été une des seules auteurs de la collection Histoire économique et financière de la France, où il y a eu des rééditions pour son ouvrage autour des archives orales, ouvrage qui portait le titre « L'historien, l'archiviste et le magnétophone ». Donc c'est grâce à son expérience de collecte au démarrage d'archives orales auprès des hauts fonctionnaires du ministère de l'économie, mais également au travers de tous les agents du ministère par le biais de concours autobiographiques. Elle a beaucoup travaillé sur l'histoire de la mémoire des agents de Bercy, enfin des finances, on va dire. Voilà. Et ensuite, je passe à notre second intervenant, Philippe Bezès. Philippe Bezès, lui, est directeur de recherche au Centre d'études européennes comparées à Sciences Po. Et il a aussi beaucoup travaillé, lui, sur la réforme. Et il n'est pas historien, mais il est politiste et sociologue. Et il enseigne à Sciences Po. Là, je prends mon petit papier, car je ne vais pas dire de bêtises. Il enseigne à Sciences Po la sociologie des administrations publiques et des politiques de réforme de l'État. Il a soutenu sa thèse en 2002 sous la direction de Jacques Lacroix, et le titre de sa thèse était « Gouverner l'administration, une sociologie des politiques de la réforme administrative en France 1962-1997 ». Il a soutenu son HDR en 2018 et je vais vous donner 2 publications qu'il a autour de ses travaux principaux. Réinventer l'État, les réformes de l'administration française 1962-2008, publié au PUF en 2009, et Gouverner par les finances publiques, direction avec Alexandre Siné, presse de Sciences Po, PUF 2011. Voilà, mais maintenant je laisse la parole à nos intervenants pour le titre. Je ne vous ai même pas donné le titre de la conférence, je vous le donne tout de suite. Le moment RCB ou le rêve d'un gouvernement rationnel, 1962-1978. La rationalisation des choix budgétaires, une réforme en perspective historique.
je les laisse vous proposer cette perspective historique. Très bonne conférence à tous. Oui, juste une petite page de publicité juste avant. Je voulais juste signifier que nous n'avons pas choisi la date d'aujourd'hui tout à fait par hasard. Il s'agit d'un centenaire et d'un bicentenaire. Le bicentenaire, c'est celui de l'ordonnance du 14 septembre 1822 qui jette les bases de toute la réglementation des finances publiques en France et dont la LOLF est l'héritière lointaine. Le deuxième anniversaire est un centenaire, c'est le centenaire de la loi du 10 août 1922, un siècle après, pour pallier d'ailleurs un manque que n'avait pas couvert l'ordonnance de 1822, c'est la loi sur le contrôle des dépenses engagées. Alors, puisqu'il faut faire de la pub, sur le bicentenaire, vous trouverez des éléments dans cet ouvrage qui est l'invention de la gestion des finances publiques, tome 1, alors que nos intervenants vont vous proposer le tome 3, vont évoquer le tome 3. Et puis, pour le centenaire sur le contrôle des dépenses engagées, vous avez l'ouvrage de Sébastien Cotte, qui est l'un des directeurs de l'ouvrage sur la RCB. Donc tout ça est très cohérent. Vous retrouvez tous ces ouvrages à la sortie. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et tous. Donc, avec Florence, on est très, très heureux d'être là. On voulait vous remercier, l'IGPDE, le comité d'histoire, pour l'invitation à ces midis histoire. C'est effectivement donc le troisième volume d'une histoire au long cours qui s'appelle L'invention de la gestion des finances publiques. C'est un ouvrage, juste en un mot, sur lequel on veut insister. On va insister sur sa dimension interdisciplinaire, parce que c'est un ouvrage qui rassemble des collègues juristes, historiens, sociologues, politistes. Donc un gros effort pour essayer de s'intéresser. Et on va, dans un temps court, essayer de vous donner quelques éléments d'intérêt, nous semble-t-il, de revenir sur l'histoire d'une réforme qui peut apparaître ancienne, qui a été lancée en 1968, donc la rationalisation des choix budgétaires, mais dont notre idée, au terme de cet ouvrage et des recherches qui ont été conduites autour de cette réforme donc, de la fin des années 60 et du début des années 70, est qu'elle est très riche d'enseignements, qu'elle est historiquement intéressante parce qu'à la charnière de deux mondes, de deux périodes, et qu'elle peut nous permettre de dégager un certain nombre de réflexions sur la manière dont les réformes budgétaires sont conduites, les enjeux qu'elles soulèvent, les difficultés de mise en œuvre qu'elles rencontrent, etc. Alors, comme le temps est bref, donc on a en termes de sommaire, on a 6 temps. Bref, d'abord, on va essayer de rappeler le contenu de cette RCB pour ceux qui ne l'ont pas tout à fait en tête, et on peut comprendre que ce ne soit pas forcément le cas. On essaiera de donner juste quels étaient ces éléments, ces composantes essentielles. Ensuite, Florence, on a prévu avec Florence un petit numéro de duettiste. Donc, Florence présentera les enjeux assez classiques d'une réforme budgétaire, qui sont les enjeux de conduite, finalement, d'une réforme, les enjeux de construction d'une coalition d'acteurs porteurs d'une transformation des procédures budgétaires, ce qui va jamais de soi, et l'enjeu de leur durabilité. Dans un troisième temps, je reviendrai sur un enjeu qui a été très important dans cette réforme, qui est l'enjeu de formation des agents, et qui, quelque part, qui fait écho à ce que d'autres réformes ultérieures, par exemple la LOLF, difficultés qu'elles ont pu rencontrer. Et la RCB a été, de ce point de vue-là, assez anticipatrice et précurseuse des difficultés qui se posent au cœur du lancement d'une vaste réforme budgétaire. On parlera ensuite des enjeux de mise en œuvre et du rapport entre les porteurs de cette réforme. Ici, c'était la direction de la prévision et la direction du budget et les ministères sectoriels. Et puis, on dira un petit mot de la fin, de la manière dont on peut penser la fin de cette réforme qui était la rationalisation des choix budgétaires, et de ses liens avec la réforme phare quand on parle de procédure budgétaire, qui est la LOLF, la loi organique relative aux lois de finances, donc la loi du 1er août 2001, et on verra qu'il y a des enjeux d'héritage, en tout cas de mise en miroir des deux réformes qui sont peut-être intéressants à suggérer. Donc, premier temps, pourquoi étudier la rationalisation des choix budgétaires, une réforme entre deux mondes, et un petit mot d'abord, bref, du contexte de lancement de cette réforme.
Alors, d'abord, en guise d'introduction, une définition très rapide. La RCB est successivement et tout à la fois, car il y a eu des avatars et des strates qui sont venus s'ajouter au projet initial. C'est d'abord une méthode d'aide à la décision. C'est une réforme budgétaire qui a trait à la présentation, mais aussi aux méthodes de gestion. Et c'est enfin une réforme de l'État, au sens large, car elle touche au pilotage de l'État. C'est la plus importante tentative de réforme de l'État entre l'ordonnance organique de 1959 et la LOLF de 2001. Elle est née officiellement en janvier 68, en Conseil des ministres, le 4 janvier, annoncée par Michel Debré, ministre de l'Économie et des Finances, dans un contexte historique contrasté qui pourrait sembler paradoxal. En effet, le ministère des Finances est sans doute, le ministère de l'Économie et des Finances est sans doute, dans cette période, à un sommet de sa puissance au sein de l'État, assis sur les institutions de la Ve République, et particulièrement sur l'ordonnance de 59. Il a été lui-même fraîchement renforcé et réorganisé par Valéry Giscard d'Estaing, prédécesseur de Michel Debré. Deuxièmement, il est animé et dirigé d'une main très vivace, très vive, par Michel Debré, qui est à l'époque doté d'un fort volontarisme réformateur, féru de rationalisation administrative, notamment à l'échelle du ministère des Finances. À la même date, en janvier 68, il lance la fusion des régies financières et souhaite s'attaquer à la rationalisation du réseau des perceptions, pour lequel il y aura d'ailleurs une pré-étude de RCB. En dépit de ces horizons prometteurs, sourd cependant une inquiétude dans ces années 66-67, celle de la progression des services votés, prise très au sérieux par les autorités budgétaires de l'époque, je citerai Robert Boulin et son équipe, et qui pointent deux éléments intéressants. Premièrement, l'ordonnance de 59 a figé, en effet, en quelque sorte, les services votés, en faisant porter l'effort et l'attention sur les mesures nouvelles. Elle est donc un facteur d'inflation, ce qui génère au sein du secrétariat d'État au budget le besoin et l'idée de réformer l'ordonnance de 59. Deuxièmement, la progression des services votés, et c'est sans doute là le plus important, signe la montée en puissance des ministères dépensiers qui trouvent, dans l'alliance avec le plan, rattaché à l'époque au Premier ministre, le moyen de s'émanciper de la tutelle du ministère des Finances et d'accroître leurs interventions. Donc, il y a là une source d'inquiétude, ou en tout cas d'incertitude, pour le ministère des Finances. Donc, ce contexte, il est intéressant parce qu'il est à la fois un contexte d'assurance pour le ministère sûr de lui et de ses outils et de ses ressources, et en même temps, il y a ce contexte d'incertitude. Alors, un petit mot donc du contenu de la RCB avant qu'on essaie de restituer quelques éléments sur les processus qui l'ont porté sur les fonds baptismaux. Alors, la première chose, qui est une sorte de rationalisation ex post, on peut dire, mais on y reviendra, c'est le fait que la RCB, effectivement, se présente autour de l'idée d'un cycle budgétaire et administratif, rationnel, articulant finalement plusieurs dimensions. Comme l'a dit Florence, d'abord une refonte du processus de décision publique avec l'idée qu'on peut améliorer, qu'on peut rationaliser la prise de décision des ministères qui lancent de grands programmes d'investissement et qui lancent des grandes politiques publiques par l'usage des études microéconomiques, ce qu'on appelle les études coût-avantage ou coût-efficacité ou coût-bénéfice. Premier élément. Deuxième élément, l'idée qu'on va transformer le processus budgétaire en le dotant d'une nouvelle nomenclature, d'une nouvelle structure qui vraiment anticipe des choses qu'on verra beaucoup plus tard et des réflexions qu'on verra beaucoup plus tard dans les années 90, mais avec l'idée qu'on va cristalliser une vision de ce que font les ministères à travers ce qu'on appelle des budgets de programme, c'est-à-dire la déclinaison, on peut dire, des politiques publiques qu'ils conduisent sous la forme d'un ensemble de programmes qu'on appelle à l'époque programmes finalisés et programmes d'action, et qui vont se trouver au cœur donc de la construction d'une présentation budgétaire nouvelle, distincte des budgets de moyens qui
sont ceux qui ont été mis en place par l'ordonnance de 1959, donc des budgets de programme qui vont donner une vision très informée par le contrôle de gestion, très informée par la comptabilité analytique, des objectifs poursuivis, de la mesure des moyens et d'une mesure aussi des effets produits par les politiques publiques. Et puis, la troisième idée, c'est que dans ce cycle administratif, c'est que ces programmes, ces budgets de programme, qui sont des budgets d'ailleurs pluriannuels, doivent être mis en œuvre, seront mis en œuvre, et que leur suivi, du coup, doit être réalisé à travers la mobilisation de tout un ensemble d'instruments, de techniques de gestion, ce qu'on appelait à l'époque des méthodes modernes de gestion ou de management, qui doivent, par exemple le contrôle de gestion, la comptabilité analytique que je mentionnais, et qui doivent donc donner forme à cette RCB. Donc la RCB, c'est au fond à la fois trois dispositifs distincts, les études coût-efficacité, les nouveaux formats budgétaires, les budgets de programme, et la diffusion de méthodes modernes de gestion, mais pensées, en tout cas au moins théoriquement, presque idéalement, dans le sens d'une boucle ou d'un cycle rationnel vertueux, puisque de la bonne décision éclairée par les études microéconomiques jusqu'au suivi fin de la mise en œuvre, on aura finalement une manifestation d'une sorte de rigueur scientifique liée à l'utilisation de techniques à la fois microéconomiques et gestionnaires. Donc il y a vraiment au cœur de la RCB, c'est pour ça qu'on a appelé l'ouvrage l'idéal, le rêve d'un gouvernement rationnel, il y a vraiment une foi certaine dans la science, dans l'économie mathématique, dans la possibilité d'un gouvernement rationnel grâce aux techniques de gestion. Et tout ça est porté, mais on aura l'occasion de le redire, par notamment des groupes disséminés dans les ministères, mais particulièrement présents à la direction de la prévision, d'ingénieurs économistes et de hauts fonctionnaires qui vont investir ces techniques à la fois microéconomiques et gestionnaires. Alors, après cette introduction qui visait à bien poser le contenu de la RCB, nous voudrions compléter cette introduction par un commentaire historique, une mise en perspective de longue durée des réformes budgétaires, cette longue histoire de la gestion des finances publiques dans laquelle s'insère la RCB. Alors, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais néanmoins, quelques rappels historiques sur la gestion des finances publiques. Donc, il faut citer d'abord, parce que c'est un élément très important, le décret sur la comptabilité publique de 1862, qui récapitule les réformes de la monarchie censitaire, notamment les ordonnances Villèle de 1822, auxquelles Philippe Masquelier a fait allusion, et qui consacre le rôle du ministère des Finances, non seulement dans la tenue et la centralisation des comptes, y compris des régies financières, ce qui n'était pas le cas auparavant, de toutes les administrations de l'État, mais qui établit aussi la procédure budgétaire. Cette réforme, elle a été voulue et menée par l'administration des finances continuellement depuis 1815 jusqu'à 1870. Ce décret de 1862, il est étonnamment durable puisqu'il traverse le Second Empire, la Troisième République, mais aussi le régime de Vichy et même la quasi-totalité de la Quatrième République, sans être revu ou seulement à la marge, en tout cas, ni abrogé. De fait, il faut attendre la séquence 1956-1959 pour voir prendre deux textes budgétaires à proprement parler. Le décret du 19 juin 1956, à l'issue de 10 années de travail de commission de réforme, et l'ordonnance portant loi organique relative aux lois de finances du 2 janvier 1959. Alors, ces deux textes, pour la première fois depuis un siècle, séparent le budget et la comptabilité publique. Ce sont deux textes différents. Il y aura un troisième texte pour les comptes, le décret de 1962 sur la comptabilité publique. Quels sont leurs points communs, ces deux textes, 56 et 59 ? Ils sont tous les deux pris dans un contexte de crise institutionnelle et dans un contexte de régime de plein pouvoir qui ont été remis à l'exécutif dans le contexte de la guerre d'Algérie. Ces deux textes sont essentiellement rédigés et conçus par le ministère des Finances et plus particulièrement par la direction du budget, par l'intermédiaire de deux directeurs
particulièrement influent. Dans un mouvement de renforcement de l'exécutif, c'est vrai pour 56, mais c'est évidemment vrai pour 59, renforcement de l'exécutif contre les pouvoirs budgétaires du Parlement. Donc, la mise au centre, en fait, la domination, on peut le dire, du ministère des Finances dans la procédure, dans la présentation, dans le calendrier et dans le vote du PLF. Alors, on pourrait placer la RCB dans ce continuum de la séquence constitutionnelle, en quelque sorte, de 56, 59 et 1962, si on intègre l'ACP. Continuum où on pourrait penser que la RCB vient du côté du budget de la volonté de vouloir, et je le mets entre guillemets, de corriger l'ordonnance de 1959, et c'était sans doute un projet de Michel Debré. Ou en tout cas, si ce n'est de la corriger, au moins de la compléter. Mais on peut aussi la définir comme une forte rupture, comme une innovation, et car la RCB s'alimente en fait aussi à un courant plus gestionnaire, plus expérimental, plus pragmatique, qui a circulé très discrètement, à bas bruit, comme on dit aujourd'hui, dans les couloirs des finances au sens large. Parlons des innovations gestionnaires des coûts et rendements des services publics, de l'organisation et méthode, de ce qu'on a appelé la productivité administrative, le contrôle des résultats des administrations, et surtout, dans les années qui précèdent la RCB, les études de rentabilité des investissements à la direction du Trésor, et plus particulièrement au CEF, le service des études économiques et financières, qui font appel assez précocement au calcul économique, à la recherche opérationnelle, comme dans les grandes entreprises industrielles publiques. À ces origines françaises que je viens d'indiquer, il faut faire un sort à la compréhension ou l'interprétation de la RCB comme un décalque ou à minima comme l'importation du PPBS américain, Planning, Programming, Budgeting System, constat qui a largement été porté par les acteurs eux-mêmes et leurs contemporains. Il me semble que notre ouvrage, de ce point de vue, montre que certes, il y a une forte inspiration américaine, notamment en 66-68, à la faveur de nombreux voyages. On peut parler en effet peut-être davantage d'un habillage américain de la RCB, parce qu'il nous a semblé que les germes de la RCB existaient en France antérieurement et que tous ces éléments, tous ces germes sont venus s'agréger dans la RCB pour y trouver à la fois un développement nouveau dans un contexte nouveau. Alors, entre deux mondes, c'est un peu l'idée, et donc à la fois réceptacle d'inspiration, de techniques, l'a dit Florence, qui ont été développées dans les années 50-60 au ministère des Finances, mais aussi dans d'autres ministères, mais également une réforme qui est intéressante parce que, à certains égards, elle constitue aussi une sorte d'archéologie ou de prémisse de réformes budgétaires d'inspiration managériale qui vont être menées beaucoup plus tardivement dans les années 90-2000. Donc, ce qui est, nous semble-t-il, et c'est ce qu'on a aussi discuté, on le voit discuter dans beaucoup des chapitres de l'ouvrage, c'est au fond de considérer la RCB comme un laboratoire ou comme une matrice d'instruments, de raisonnements qui vont cheminer ensuite dans l'administration et qui vont bien sûr être transformés, mais qui constituent en quelque sorte la matrice d'éléments de procédures, de réformes, de grandes réformes qui vont être conduites beaucoup plus tard. Donc la RCB, de ce point de vue-là, est vraiment intéressante pour la dimension finalement archéologique ou généalogique d'instruments managériaux qui seront développés beaucoup plus tardivement. Je cite simplement quelques éléments qui permettent de tracer cette généalogie. L'idée de
transformer la nomenclature budgétaire avec les budgets de programme et évidemment pas du tout étrangère à ce qu'on a vu ensuite se faire avec la LOLF. L'idée de développer, d'associer à la fabrication des budgets des indicateurs, et il y a toute une typologie des indicateurs dans la rationalisation des choix budgétaires, est également très présente et bien sûr fait écho à la manière dont les indicateurs de performance seront développés ensuite dans la LOLF. De la même manière, l'idée de la déconcentration ou l'idée de donner plus d'autonomie aux acteurs gestionnaires est également discutée dans le contexte de la rationalisation des choix budgétaires et c'est un principe qu'on retrouvera extrêmement actif, extrêmement revendiqué, promu dans les réformes gestionnaires des années 80, 90 et bien sûr dans la LOLF, la loi organique relative aux lois de finances. L'idée aussi de pluriannualité qui est au cœur de la nomenclature des budgets de programme et qu'on retrouvera bien plus tard, un peu esquissé dans la LOLF, mais surtout soutenu dans les lois organiques suivantes. On a mentionné celle de 2012 ou de 2021, mais cette idée de pluriannualité, elle est déjà discutée dans le contexte de la RCB. Donc j'ai envie de dire, la RCB est très intéressante de ce point de vue-là, parce que tout se passe comme si on y faisait grandeur nature, l'expérimentation d'instruments, de techniques qui, évidemment, au creuset des années 60-70, sont incomplètes, manquent parfois, je dirais, d'instrumentation informatique. Il n'y a pas de progiciel dans les années 60, années 70, mais qui vont ensuite, donc des problèmes de construction, d'accès à des informations et de collecte d'informations, mais des choses qui sont finalement une expérimentation grandeur nature de questions qui se poseront à nouveau frais avec de nouveaux instruments et de nouvelles technologies beaucoup plus tard dans les années 2000. Donc maintenant, passons donc à l'enjeu de toute réforme budgétaire, qui est de comprendre comment elle émerge, qui en sont les acteurs porteurs. Et je dirais que c'est d'autant plus important d'avoir cette réflexion sur la RCB que, comme l'a bien dit Florence, ça intervient après une grande loi, après une grande ordonnance, celle de 1959, et donc dans un contexte, on peut dire, où l'institution, la construction institutionnelle de l'organisation de la procédure budgétaire vient d'être mise à plat, a été réformée, et donc on peut se dire que le coût d'une réforme, la transformation de cette ordonnance de 59 est extrêmement élevé, et donc la question est de savoir comment émergent des réformateurs qui pourraient vouloir raffiner, transformer, modifier cette ordonnance. Alors comment a été lancée finalement la RCB et comment elle a su mobiliser des acteurs qui soient suffisamment convaincus et capables de porter cette réforme. Alors, la RCB et sa cristallisation se jouent sur un fond de concurrence entre Matignon et Rivoli dans la définition du pilotage et du contrôle des administrations publiques dans ces années 60. En effet, c'est la conséquence directe des institutions de la Ve République, avec l'émergence forte de Matignon, qui mène la politique gouvernementale, mais qui, de façon plus sectorielle, ambitionne de devenir le pôle principal politique pour la gestion des fonctionnaires, mais aussi pour celle des administrations. Donc cette émergence, cette ambition vient contrecarrer les habitudes et puis aussi les ambitions propres du ministère des Finances, notamment de la direction de budget, patronne des rémunérations des fonctionnaires, de leur traitement, de leurs pensions, etc., mais aussi porteuse de la réforme administrative sous la 4e République. Dès lors, lancer une réforme budgétaire et plus largement une réforme du pilotage de l'État et de ses administrations demande des forces, des ressources, et c'est pourquoi, pour lancer la RCB, il a fallu la coalition de 3 éléments. D'abord, de nouvelles ressources humaines, notamment les ingénieurs microéconomistes, déjà cités, de la direction de la prévision, principalement des X-Mines, mais aussi des X-Pont. Première direction qui a pris l'initiative de proposer une réforme, cette réforme. Ensuite, une direction du budget qui, à l'époque, est désireuse de rationaliser le processus budgétaire, de lui donner un sens, et surtout une direction de budget qui souhaite se maintenir au centre du pilotage de l'État et de la réforme administrative.
Troisième élément, il a fallu l'émergence, Philippe l'a dit, d'instruments, ou en tout cas qui vont désormais être partagés, ou en tout cas qui font l'objet d'un consensus de la part des deux précédentes directions, prévision et budget. Premièrement, les études coûts-avantages. Deuxièmement, les budgets de programme. Troisièmement, Philippe l'a dit, les nouveaux instruments de gestion. Donc, c'est cette coalition de deux directions, cette alliance de deux directions qui va porter, donc c'est de ce point de vue-là, on peut dire une réforme d'en bas qui est venue des services, cette réforme d'en bas, elle ne peut pas néanmoins se passer d'un portage politique au plus haut niveau, à la fois dans la décision initiale et plus encore dans la durée. Or, précisément, la RCB a bénéficié dans ces années entre 65 et 68 de très hauts parrainages, voire de plusieurs pairs de la réforme. Alors, d'abord, 1965, Valéry Giscard d'Estaing, ministre des Finances, il crée en 1965 la direction de la prévision, à partir du service des études économiques et financières. Et au sein de cette DP, il crée la division de recherche opérationnelle de calcul économique, pour précisément introduire, acclimater les études coûts-avantages. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, il fait venir sous un statut bien particulier des polytechniciens en nombre pour les études de rentabilité des investissements. À l'époque, le directeur de la DP, Jean Saint-Jour, a des ambitions assez démesurées, à savoir définir en amont la politique industrielle de la France. En 1966, deuxième porteur politique de la RCB, arrive Michel Debré, dont j'ai parlé tout à l'heure, et la direction de la prévision infléchit sa stratégie et le contenu de sa réforme en direction des intérêts directs du ministre, à savoir la réforme administrative et les économies budgétaires. Il baptise alors sa réforme l'optimisation des dépenses budgétaires. Publiques, pardon. Cette proposition trouve l'assentiment très rapide de Michel Debré et il lance la RCB, je le rappelle, en janvier 68. Ce qui n'était pas prévu, c'est mai 68. Donc mai 68, c'est un véritable tremblement de terre politique qui engendre une crise de l'État, une sorte de trou d'air monumental, en tout cas pour la réforme qui a été lancée à la veille des événements de mai 68, au cours du mois de mai. Le ministère des Finances, dans le grand maelstrom des événements, tient bon, mais néanmoins, Michel Debré, principal porteur de la RCB sous sa forme à la fois études microéconomiques, réforme administrative et économie budgétaire, s'en va. Il en résulte un trou d'air vraiment très perturbant. 1969-1970, l'échelon politique, en la personne de François-Xavier Ortoli et son cabinet, finalement, petit à petit, prend le relais, mais discrètement, avec l'aide du ministère de l'Équipement, autour d'une nouvelle coalition assez intéressante entre finalement les finances et l'équipement, dont on peut dire qu'ils ont en quelque sorte, il a en quelque sorte sauvé la RCB par le lancement d'une étude absolument pilote qui va fonctionner et qui va devenir le symbole de la RCB, à savoir la sécurité routière. Donc ça, c'est pour ce qui se passe assez discrètement autour du ministère des Finances. Et puis, dans le même temps, alors que en 1969, Jacques Chaban-Delmas arrive à Matignon, la RCB fait l'objet d'une forte réappropriation politique, non pas rue de Rivoli, mais cette fois-ci à Matignon, ce qui là aussi n'était pas prévu, au plus haut niveau de l'État. Donc, c'est le grand discours du 19 septembre de Jacques Chaban-Delmas sur la nouvelle société, qui a tout un développement sur les méthodes de la rationalisation budgétaire. On le sait, écrit par Yves Canac, qui est un conseiller de Chaban et qui ira ensuite au cabinet de Valéry Giscard d'Estaing. Donc c'est une inflexion, cette fois-ci, plus libérale, plus gestionnaire,
plus managériale qui est donnée dans cette nouvelle inflexion politique. Donc de 1969 à 1972, fin du premier ministériat de Chaban, eh bien, on a un jeu de boomerang, une compétition entre Matignon et Rivoli, mais qui produit en fait des effets positifs, à savoir la création, l'avancement du programme de RCB, son élargissement à un échelon interministériel, avec la création d'une commission interministérielle de RCB en 1971. Donc ce petit jeu voilà, des deux pôles gouvernementaux, Rivoli et Matignon, dans cette affaire de la RCB, est plutôt vertueux dans un premier temps, parce que voilà, c'est des moyens qui vont arriver, une généralisation interministérielle et une relance au plus haut niveau de l'État. Alors, j'en viens à un point suivant, qui est aussi un peu une découverte du travail qu'on a mené et qu'on retrouve dans l'ouvrage, qui est de se rendre compte que la RCB est aussi extrêmement intéressante parce qu'au fond, elle pose vraiment à l'échelle d'une expérimentation globale au sein de l'État la question des conditions de développement, de mise en œuvre d'une réforme qui donc vise à introduire à la fois des études donc microéconomiques, des budgets de programme que les ministères doivent élaborer en plus des budgets traditionnels qu'ils réalisent dans le contexte de l'ordonnance de 59, et puis donc tout ça supposant l'utilisation d'un certain nombre de techniques de gestion variées. Et donc, au fond, ce qui est intéressant, au même titre que Florence a insisté sur, je dirais, le caractère fragile et non totalement anticipable des coalitions à la fois administratives et politiques qui sont au cœur de la RCB, il est aussi important de souligner finalement les difficultés d'action collective que cette réforme génère, et particulièrement l'immense problème que pose en fait cette réforme, mais comme toute grande réforme de l'État, j'allais dire, mais particulièrement comme toute réforme budgétaire de l'État, c'est le problème de la formation des agents aux techniques, aux principes, aux instruments de cette réforme. Et du coup, effectivement, ce qui est intéressant là aussi, si on veut faire une histoire de cette RCB, c'est de se rendre compte que cette affaire est tout sauf gagnée et qu'elle est même, pendant toute la période de développement, donc de 68 au milieu des années 70, qu'elle est en fait l'enjeu d'un problème majeur de formation autour de la question de la formation de spécialistes aux techniques et aux instruments de cette réforme, et je dirais de socialisation des agents de l'État au langage, à la langue commune de la RCB. Et c'est vraiment dans ces termes que finalement se pose le problème de la mise en forme et de la mise en œuvre de cette réforme, au-delà de ceux qui l'élaborent, je dirais, dans le cercle restreint des coalitions porteuses, des réformateurs. C'est la question donc finalement une question de formation à un langage technique totalement nouveau pour l'époque, et que peu d'acteurs dans les ministères, finalement, maîtrisent. Donc il y a deux enjeux très importants. Il y a un premier enjeu qui est de former des spécialistes, c'est-à-dire de se doter de relais de hauts fonctionnaires, experts, qui vont être capables de développer couramment, d'utiliser les méthodes et les techniques de la RCB. Et d'autre part, un enjeu plus large, avec des coûts tout aussi élevés, de diffusion d'un langage commun, d'un nouveau langage commun, minimal, qui doit en fait reposer sur une sensibilisation du plus grand nombre d'agents publics possible dans les ministères, pour que le plus d'agents publics possible parlent en quelque sorte la RCB. Et puissent y être socialisés, même s'ils ne sont pas directement ceux qui élaborent des études coût-efficacité ou les budgets de programme. Donc c'est cette double dimension qui est importante, et je dirais le constat qui va courir tout au long de cette période de mise en œuvre de la RCB,
RCB, c'est le constat d'un déficit de spécialistes. Florence a mentionné les ingénieurs économistes qui sont très présents au sein du ministère de l'Équipement, qui sont présents au sein de la direction de la prévision, mais qui font très largement défaut dans l'ensemble des autres ministères sectoriels. Et donc, cette période est vraiment mue par un questionnement très intéressant à analyser avec toutes sortes de rapports et de réflexions sur finalement la manière dont on va pouvoir pallier cette insuffisance de spécialistes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que comme toute réforme qui porte vraiment à l'époque un langage, encore une fois, nouveau, c'est que bien sûr elle joue en quelque sorte comme nouveau thermomètre, comme nouveau modèle qui va valoriser et dévaloriser les savoirs et les formations existantes, donc en suggérant que, bien, par exemple, les hauts fonctionnaires issus de l'ENA ne sont pas ceux qui sont immédiatement aptes à pouvoir mobiliser ces instruments et ces techniques à la fois microéconomiques et gestionnaires parce qu'ils n'y ont pas été assez formés. Donc se pose la question à la fois du recours à des contractuels, du recours, le cas échéant, à des acteurs consultants et donc la question de la formation d'un cœur de spécialistes. Donc cet enjeu de formation, il est très important et il débouche, et c'est sans doute là aussi une grande innovation pour l'époque, et quelque chose qui fait vraiment la marque de fabrique de la RCB, qui la rend extrêmement intéressante, c'est que la RCB va déployer de manière historiquement largement inédite un dispositif de formation à travers notamment des stages de longue durée, c'est-à-dire de plusieurs jours, d'une semaine. Il y a une grande variété de stages qui va être mise en place. Mais donc, la RCB va s'asseoir, va reposer, sa mise en œuvre va reposer sur la mise en place d'un très grand nombre de stages de formation. Et du coup, la réforme va se poser la question de savoir, et il y a beaucoup de réflexions qui sont développées là-dessus, qui sont ceux qui doivent être formés et quels sont les formats de stage qu'on doit développer pour pouvoir vraiment mettre en œuvre cette réforme. Et donc ça se traduit par l'identification de 3 populations pour faire vite. La population des spécialistes, ceux qui bénéficieront des stages dédiés à des instruments, c'est-à-dire aux études microéconomiques ou coûts-bénéfices, aux techniques de gestion, à la fabrication des budgets de programme. Le deuxième groupe, c'est les relais ministériels, c'est-à-dire former en gros les hauts fonctionnaires des administrations centrales des ministères à l'injonction à la RCB, et donc sensibiliser ces personnes aux principes, aux idées, aux instruments qui sont dans la RCB, même s'ils n'en seront pas les metteurs en œuvre concrets. Et puis enfin, et c'est là aussi très intéressant, donc développer une activité de vulgarisation du langage propre à la RCB. Et cela se traduira d'une part par des stages grand public, c'est-à-dire grand public pour l'ensemble des agents publics, et d'autre part, cela se traduira par la création de conférences, de cycles de conférences à la rationalisation des choix budgétaires, et puis aussi par la création d'un bulletin interministériel, donc d'une revue chargée de diffuser les grands résultats des travaux qui seront menés dans le cadre de la RCB. J'ajoute un élément, pour ne pas être trop long sur ce point, c'est que la RCB suppose qu'on forme les personnels spécialisés notamment à travers des études de cas. Or, ce qu'on voit très bien dans les débats qui agitent les réformateurs et ceux qui suivent la RCB, c'est le problème du déficit d'études de cas. D'abord, la technique même des études de cas est peu habituelle. Elle est très développée aux États-Unis, elle ne l'est pas dans le contexte français. Et les premiers stages de formation à la RCB vont donner lieu à un certain nombre de discussions, de débats, de contestations de la part des membres, des participants à ces stages, qui se plaignent du fait que les études de cas qui sont données sont, pour une majorité d'entre elles, des études de cas nord-américaines. Et donc, on va avoir là aussi toute une entreprise de fabrication de cas archétypiques, c'est-à-dire d'études, par exemple, coût-efficacité, ou d'études de mise en œuvre de budget de programme,
développés par et dans les ministères français. Donc ce qui est important autour de cet enjeu de formation, c'est vraiment d'insister sur le fait que ce que cristallise aussi l'enjeu de formation, c'est en quelque sorte l'asymétrie de pouvoir entre la coalition réformatrice, direction de la prévision et direction du budget, et les ministères sectoriels. On l'a peut-être pas assez dit encore, mais dans le contexte de l'ordonnance de 59, ça va de soi. La RCB n'est pas une réforme entre guillemets, obligatoire. Ce n'est pas une réforme, comme la LOLF, que les ministères doivent mettre en œuvre parce qu'elle renvoie à une loi organique ou à une ordonnance. C'est une réforme qui vient peu de temps après une ordonnance majeure comme celle de 1959, 10 ans après, et qui suppose en fait toute une activité de conviction. La RCB doit enrôler les réformateurs, la coalition réformatrice doit enrôler les ministères sectoriels, c'est-à-dire doit réussir à leur faire développer des études microéconomiques ou efficacité, à leur faire développer des budgets de programme. Alors, ça deviendra obligatoire à partir de 1975, mais c'est-à-dire de fabriquer un deuxième format de budget en plus de celui que requiert l'ordonnance de 1959 et de développer les instruments de gestion. Donc ça veut dire qu'au cœur de la RCB, il y a vraiment un enjeu d'enrôlement de ces ministères et les stages, les cycles de formation à la RCB, le bulletin RCB que je mentionnais, tous ces instruments vont en quelque sorte servir à porter justement, à convaincre, à porter la bonne parole et à convaincre les ministères sectoriels ou dans les ministères sectoriels des acteurs de développer ce sujet. Je termine sur cette diapo en disant deux choses supplémentaires. Premièrement, ce qui est intéressant aussi à travers l'activité, le développement de ces stages, c'est de se rendre compte, et c'est assez intéressant aussi pour comprendre le développement d'une réforme institutionnelle, c'est que, en fait, les stages vont permettre en quelque sorte, en marchant, de forger une doctrine stabilisée de la RCB. Ce dont on se rend compte en regardant les archives sur la genèse et la mise en œuvre de cette RCB, c'est qu'effectivement, les premiers textes, les premiers stages ne donnent pas une vision suffisamment cohérente de ce qu'est cette réforme budgétaire. Les instruments sont souvent présentés de manière disparate, on se rend compte qu'il n'y a pas de doctrine suffisamment rédigée, explicitée, et comme je le disais, les études de cas sont souvent nord-américaines et pas françaises. Donc il y a une contestation en quelque sorte de l'enseignement initial, et progressivement les porteurs, les réformateurs, et ceux qui sont porteurs de l'harmonisation et de la standardisation de l'opération RCB vont devoir construire une doctrine, par exemple, qui renvoie au cycle vertueux budgétaro-administratif que j'indiquais en introduction de ce Midi Histoire. Donc on va devoir, en quelque sorte, construire en marchant une doctrine cohérente et une manière cohérente de présenter la RCB. Je termine, c'est le dernier point là-dessus, en disant que cette réforme va du coup va connaître plusieurs crises en réalité, plusieurs moments où il va falloir en quelque sorte s'intéresser aux problèmes de coordination posés par la réforme. Et c'est du coup deux choses qui vont être développées pour essayer de remédier à l'insuffisance des capacités de formation aux instruments RCB. C'est la commission interministérielle RCB que mentionnait Florence et la création d'un comité de liaison pour la formation RCB en 1971. Ces deux cénacles, ces deux scènes vont en fait essayer de traiter le problème de l'insuffisance de spécialistes et de formateurs et le problème surtout de l'accroissement du nombre d'agents qu'on veut former. Donc il y a une sorte de fuite en avant dans la mise en œuvre de la RCB animée par le fait qu'on veut former de plus en plus d'agents publics aux techniques et aux idées de la RCB, mais qu'en quelque sorte l'intendance de la formation ne suit pas totalement.
totalement. Même si l'ancêtre de l'IGPDE, donc le centre, le centre de formation professionnelle et de perfectionnement du ministère de l'économie et des finances, deviendra finalement un des acteurs porteurs de cette formation et sera particulièrement développé dans le cadre de cet enjeu de formation. Pour autant, on peut dire que la RCB va en partie achoper sur ce problème de relais, de formation dans les ministères sectoriels, aux techniques et aux instruments de la rationalisation des choix budgétaires. Alors ça ne veut pas dire que cette réforme n'est pas mise en œuvre, n'est pas développée par les ministères sectoriels, elle l'est. Elle l'est dans le rapport d'asymétrie que je mentionnais tout à l'heure, donc une coalition réformatrice versus des ministères sectoriels qui doivent être les relais volontaires, bien sûr avec des incitations, mais de toutes ces injonctions et tous ces instruments que le tandem réformateur veut voir développer. Et donc ce sur quoi on voulait dire un mot maintenant, c'est les enjeux de cette mise en œuvre et en prenant quelques petits exemples de la manière dont les ministères sectoriels vont inégalement être finalement des acteurs porteurs des instruments et des techniques de la rationalisation des choix budgétaires. Alors, je l'ai dit, et je ne reviens pas là-dessus, donc la RCB est faiblement contraignante, puisqu'elle ne s'adosse pas à une loi organique, de sorte que les marges de manœuvre des ministères sectoriels, et c'est un dilemme classique des réformes transversales de l'État, et aussi de celles qui sont portées par des instruments budgétaires et managériaux. Les ministères sectoriels bénéficient en quelque sorte d'une asymétrie favorable, en ce sens que, on doit produire leur bonne volonté à mettre en œuvre la réforme, une réforme qui, encore une fois, n'est pas et reste faiblement contraignante. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de voir, on va prendre quelques petits exemples dans une seconde, mais de voir qu'on a une typologie, une grande variété, finalement, je dirais, de mise en œuvre de cette réforme selon les ministères. On a des ministères qui vont être extrêmement autonomes, très indépendants, très à distance des injonctions de la direction de la prévision et de la direction du budget, mais en même temps de forts metteurs en œuvre. C'est le ministère de la Défense qui, avec un programme qu'il avait lancé dès le milieu, la première moitié des années 60, le 3PB a été aussi un ministère précurseur dans le développement des techniques de programmation budgétaire. Et puis, c'est le ministère des Finances, dont on dira peut-être un mot tout à l'heure dans les questions. On a ensuite un certain nombre de ministères qui vont, je dirais, se transformer progressivement, mais ça ne va pas de soi, en bons élèves de la mise en œuvre de la RCB. C'est le cas du ministère de l'Équipement, du ministère de la Santé, à certains égards aussi du ministère de l'Éducation nationale, même si à chaque fois, ce qu'il faut restituer, c'est finalement comment les injonctions de la RCB vont rencontrer les intérêts, les questions, les enjeux qui sont au cœur des politiques publiques et de la réorganisation de ces ministères, encore une fois, au début des années 70. Et puis on a des ministères qui, eux, vont finalement être des faibles metteurs en œuvre. On peut penser au ministère de la Culture, par exemple, qui vont assez peu reprendre et mettre en œuvre les instruments et les injonctions de la RCB. En revanche, ce qu'on peut dire, et je passe la parole à Florence, c'est que la RCB est aussi très intéressante de ce point de vue parce que, à travers, finalement, et c'est ce qu'on essaie de faire dans le livre à travers des chapitres que des collègues ont rédigés sur chaque ministère, c'est qu'on se rend compte que la RCB a souvent été l'enjeu de développement, de redistribution de pouvoir, de la création de certains relais en fonction des intérêts, des politiques publiques, des enjeux propres à ces ministères sectoriels. Alors voilà, pour introduire notre propos sur quelques exemples monographiques, une petite introduction pour évoquer, au-delà de la géométrie variable de la RCB dans les ministères dits dépensiers, dans les ministères techniques, il y a quelques effets qu'on peut repérer dans la majorité des ministères. Des effets
durable. Premièrement, c'est évidemment, pour mener toutes les études dont Philippe a parlé, c'est la multiplication des cellules RCB dans les ministères techniques. Ces cellules RCB, il a fallu les peupler, entre guillemets, et cela a donné lieu, premièrement, au recrutement sur le mode des contractuels d'informaticiens, puisque vous avez compris, beaucoup de ces études microéconomiques faisaient appel à l'informatique, aux mathématiques d'un côté et à l'informatique de l'autre. Recrutement d'informaticiens sur le mode contractuel, mais recrutement aussi d'économistes, de microéconomistes, pour une grande partie d'entre eux issus de l'université, ce qui est une innovation dans les ministères. Et enfin, la montée des statisticiens, des administrateurs de l'INSEE, qui vont commencer, dans ces années 70, leur grande expansion dans l'appareil d'État. Donc ces cellules RCB, pour certaines, ont connu un grand succès et se transforment en services d'études et de prospective dans les ministères techniques, et là vont avoir un destin finalement assez durable. Donc un exemple type qui a fait l'objet d'études, c'est le département études et prospectives du ministère de la Culture, par exemple, qui a travaillé sur toutes les études de démocratisation culturelle et sur l'instauration des grandes politiques culturelles. Le deuxième effet de ces cellules RCB, de cette appropriation de la RCB dans les ministères dépensiers, c'est le développement de compétences gestionnaires nouvelles. Alors, un exemple, au sein de l'équipement, les directions départementales de l'équipement vont adopter des tableaux de bord, des indicateurs sont en quête, en fait, aussi d'une comptabilité analytique. Deuxième exemple, aux finances, il y a eu la construction par la cellule RCB d'un modèle économique concernant la construction rationalisée en série et en kit, si je puis dire, des centres des impôts nouvellement créés justement par la fusion des régies financières en 1968 par Michel Debré. Donc il y a donc le développement de façon lente, progressive, mais tout à fait réelle, de nouvelles compétences gestionnaire. Le troisième effet ou conséquence de cette appropriation différenciée de la RCB dans les ministères techniques, c'est évidemment, compte tenu du nombre d'études qui se multiplient, une coordination qui devient de plus en plus difficile, notamment pour la direction de la prévision, devant à la fois la multiplication des études et pour la direction du budget, devant la montée des effectifs, dont vous pouvez imaginer qu'elle était soulignée. Alors, on voudrait juste évoquer brièvement 4 ministères pour montrer les configurations variables de mise en œuvre de cette RCB dans les contextes des ministères sectoriels. Alors d'abord, 2 ministères dont on peut dire qu'ils ont été les porteurs des grandes études pilotes coût-efficacité. D'abord, le ministère de l'Équipement, avec la grande étude coût-efficacité que mentionnait tout à l'heure Florence, qui est l'étude sécurité routière. Alors ce qu'on peut dire, c'est que, évidemment, le ministère de l'Équipement est le ministère, je dirais, relais, porteur, presque coporteur de la RCB par excellence. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a déjà mentionné, c'est un ministère dans lequel l'expertise économique, dans ce qui s'appelait avant le ministère des Travaux publics et des Transports, à travers des agents qui sont les jeunes ingénieurs des ponts et chaussées, va être particulièrement développée, donc parce que autour de cette tradition, qui est, comme le rappelait Florence tout à l'heure, une tradition ancienne, du calcul économique, et donc autour de cette figure des ingénieurs économistes. Et du même coup, le ministère bénéficie à la fois d'un vivier important, donc d'ingénieurs économistes formés à l'école polytechnique et à l'école des ponts et chaussées ou à l'école des mines, qui vont constituer véritablement les porteurs de ces instruments, de l'instrument qu'est particulièrement le calcul coût-efficacité ou coût-avantage. Mais au-delà de ce vivier, le ministère a un acteur porteur qui est le service des affaires économiques et internationales, le SAEI, qui est en lien direct avec le ministre de l'Équipement et son cabinet, et qui porte l'essor et le développement de ces instruments RCB.
Du même coup, ce qui est intéressant, c'est de voir, alors, bien sûr, l'étude sécurité routière n'est pas la seule étude coût-efficacité que le ministère de l'Équipement va lancer, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette étude va devenir véritablement une des études cardinales, une des études RCB cardinales de l'opération. Deux mots ici. Ce qui est intéressant, c'est le choix. Alors, le choix n'est pas hasardeux. C'est évidemment un enjeu absolument majeur au ministère de l'Équipement à cette période. D'abord parce que le réseau autoroutier n'a cessé de croître. Ensuite, parce que la mortalité n'a également cessé de s'accroître et que donc le ministère de l'Équipement, et particulièrement sa direction des routes, trouve un intérêt tout à fait important à développer une réflexion avec les outils microéconomiques des études coût-efficacité sur à la fois la budgétisation des aménagements routiers, donc avec l'idée que de meilleures infrastructures diminueraient la mortalité sur les routes, et puis le fait qu'à l'époque, ce qui se développe aussi, c'est la construction d'autoroutes jugées plus sûres pour les conducteurs. Et donc, voilà, je dirais, au croisement de ces deux logiques, va se développer cette étude sur la sécurité routière. La sécurité routière, c'est un enjeu qui concerne tout le monde, qui n'est a priori pas un enjeu politique pour un seul parti. C'est un enjeu qui engage un certain nombre de groupes d'intérêt à l'époque, les constructeurs automobiles, les assureurs, mais qui soulève des questions très importantes, évidemment, de mortalité sur les routes, et donc sur lequel, à partir de laquelle on peut souhaiter obtenir des résultats. Ce qui fait qu'on verra éclore d'ailleurs deux études concurrentes, mais notamment la grande étude interministérielle RCB, portée par le SAEI que je mentionnais tout à l'heure, et qui va procéder donc à une étude classique d'étude coût-efficacité, donc de l'enjeu de sécurité routière, et qui va décomposer, réfléchir aux différentes actions qui peuvent être menées sur l'infrastructure routière française et avec un chiffrage des effets que cela pourrait produire sur le nombre d'accidents de la route et la mortalité. Donc c'est dans le cadre de ces enquêtes, comme d'ailleurs dans celle que va évoquer dans un instant Florence, qu'on va réfléchir, on va formaliser la question classique qui est quel est le prix de la vie humaine, quel est le prix de la vie humaine préservée dans le contexte de ces études de sécurité. J'insiste donc pour dire deux choses, pour terminer. D'abord, l'équipe qui va produire cette enquête, elle est pilotée par Michel Ternier, mais elle comprend des économistes, des ingénieurs des ponts et chaussées et des travaux publics, des statisticiens, un psychologue, un sociologue, un ingénieur automobile, un médecin psychiatre. Donc ça montre le caractère interdisciplinaire finalement qu'agitent, qu'alimentent les études RCB. Et puis, elle va déboucher sur des grandes mesures. Je dirais que c'est un exemple, cette étude sécurité routière, où une étude coût-efficacité va déboucher sur une grande politique publique de sécurité routière, j'allais dire dans laquelle on est toujours, avec des grandes mesures qui sont la limitation de la vitesse sur l'ensemble du réseau, la lutte contre la conduite avec consommation d'alcool, le fait de rendre obligatoire les ceintures de sécurité, et puis tout un tas d'aménagements aussi des routes et des autoroutes pour minimiser les pertes. Alors, de la même manière, et je passe la parole à Florence, l'enquête périnatalité au ministère de la Santé est tout à fait cardinale. Alors, en effet, il y a deux études RCB pilotes qui ont fait l'objet ensuite de formalisation dans le cadre de l'enseignement et de la formation dont a parlé Philippe tout à l'heure, à savoir les fameuses études de cas. L'intérêt de l'étude dite périnatalité qui s'est jouée au ministère de la Santé, c'est qu'elle tourne de la même manière que la sécurité routière autour de la mortalité. Donc en fait, on peut se demander aussi pourquoi est-ce que ces études ont tant marqué les esprits. Moi, personnellement, je pense que finalement, c'est parce qu'elles touchaient à la vie et à la mort dans les deux cas. Donc, autant la sécurité routière est une étude interministérielle,
avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Équipement, mais aussi l'hôpital, la réanimation, les pompiers, etc. Autant l'étude périnatalité est finalement une étude vraiment intraministérielle, mais qui va réunir l'ensemble des acteurs du ministère de la Santé à l'époque, dont je rappelle que les grandes direction de la santé par exemple, étaient tenues par des médecins. Donc on n'est pas chez, entre guillemets, les littéraires comme au ministère des Finances, comme disent les RCBistes en traitant les administrateurs de l'ENA de littéraires, par opposition à eux qui sont des mathématiciens. Donc au sein de l'opération de l'étude périnatalité dans le cadre du 6e plan, donc qui s'est mené entre 1970 et 1975, il y a aussi une interdisciplinarité au sein du ministère de la Santé. Il s'agit de faire se parler entre eux des médecins hospitaliers. Je rappelle qu'il y a eu la grande réforme de Bray des CHU, les pédiatres, qui sont en plein essor à cette époque, la PMI, protection maternelle et infantile, la santé scolaire, la gynécologie, l'obstétrique, et tous ces partenaires, tous ces grands sachants, ces grands savants de l'époque, doivent désormais se parler autour d'un même objet. Donc l'idée a été de faire là aussi une étude coût-efficacité en jouant sur plusieurs facteurs, notamment la hausse des consultations prénatales, la surveillance de l'accouchement, l'installation de centres de réanimation pour les bébés, une vaccination contre la rubéole au temps scolaire, et l'objectif étant vraiment d'évaluer le coût de l'action entreprise, de l'action publique entreprise, par rapport au nombre de morts et du nombre de handicapés. Donc, de ce point de vue-là, les résultats ont été tout à fait au rendez-vous, puisqu'en 1970, la mortalité infantile est de 23 pour 1000, elle est en 1975 de 18 pour 1000, et elle est en 1980 de 13 pour 1000. Donc cette période de la périnatalité, de l'étude périnatalité, s'est étendue sur 5 ans, avec des programmes d'action qui ont été durables. On retrouve le critère de la pluriannualité, et ça a notamment donné pour effet la création d'un service des études de RCB, de recherche opérationnelle, au sein de la division des études et du plan du ministère de la Santé. Donc on retrouve là ce phénomène de la cristallisation de services d'études et de recherche qui font appel à des contractuels économistes, microéconomistes, mais aussi des sociologues, des psychologues, etc. Donc ce qu'on peut dire sur l'étude de périnatalité, c'est qu'elle a été suivie dans ce service dont je viens de parler d'une multitude d'études plus restreintes, mais dont on a touché a posteriori les fruits. Donc, par exemple, l'étude sur la vaccination de la grippe, la lutte contre la drogue, la petite enfance et la garde des enfants, ou le financement de la psychiatrie de secteur. Donc, toutes ces études, beaucoup moins connues que la grande étude périnatalité, qui a donné lieu à un programme sur 5 ans, sont issues de cette étude d'origine. Alors, dernier point pour conclure sur la périnatalité, c'est qu'elle a donné lieu à un service, certes, mais à partir de 1975, on voit que l'élan des grandes études décline et que ce qui prend le relais, et c'est aussi un des fruits directs de la RCB, c'est le développement de l'informatique au ministère de la Santé, avec les bases de données santé, dossiers médicaux, etc. Et cette idée d'introduire l'informatisation dans le système hospitalier, et c'est ce qui va prendre le relais à partir des années 1980. Voilà pour ce qu'on peut dire du ministère de la Santé. Donc un très bon élève qui a produit une sorte d'endogénéisation des outils RCB et qui se sont fondus finalement dans de grandes actions pour l'informatisation de la santé et pour les données aussi économiques de la santé. Alors, le temps file, donc je vais être très bref sur le ministère de l'Éducation nationale, mais je voudrais juste dire que c'est un cas extrêmement intéressant aussi, qui reflète très bien finalement, sur un exemple sectoriel, les raisons qui font
dans l'État qu'on a vu se développer ces enjeux finalement d'études de la rationalisation des décisions publiques et de mesure de l'effet des politiques publiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le ministère de l'Éducation nationale, il faut se remettre dans le contexte des années 60, c'est un ministère qui est marqué par une croissance absolument incroyable du nombre d'élèves et d'étudiants dans les écoles et les universités, d'une croissance liée à cela des budgets du ministère de l'Éducation nationale, et là c'est l'intérêt de la datation de la RCB avec son lancement en janvier 68, évidemment, qui est pris aussi dans un enjeu de politisation extrêmement fort de ces sujets, des politiques publiques et des enjeux liés à l'enseignement. Donc on a un ministère qui est un ministère où finalement la question des réformes, par exemple du niveau secondaire ou des universités, se pose à travers le sentiment qu'on a besoin d'outils pluriannuels, qu'on a besoin d'outils d'études de la rationalité et des effets, des coûts et des bénéfices des réformes qui peuvent être menées au sein du ministère pour mener les politiques publiques qu'il va y conduire. Donc, en deux mots, ce qui est riche au ministère de l'Éducation nationale, qui n'est au départ, donc là, on va dire le lancement d'études et la reprise des outils de la RCB se fera assez lentement, mais progressivement, on verra à la fois la direction par objectif y être mobilisée comme un instrument qui doit pouvoir servir à piloter pour le ministre et son cabinet la multiplicité des grandes directions liées aux différents cycles de formation du ministère. On voit également que le ministère se réorganise et que son administration centrale se réorganise avec la place donnée à deux entités, une direction des affaires financières et budgétaires très porteuse des enjeux et des instruments RCB et la création d'une direction de la prévision au sein du ministère qui, elle aussi, sera totalement articulée au développement des instruments et des études RCB. C'est un ministère qui deviendra aussi un bon élève, notamment dans le lancement de budget de programme. Donc, il sera un ministère qui rattrapera son retard initial et sera un de ceux qui développera dans le détail un budget de programme. Et puis, il lancera un certain nombre d'études coût-efficacité. Et là, je dis juste un mot, en contrastant deux études, une étude sur les transports scolaires, donc sur l'organisation du ramachage scolaire des élèves, et d'autre part, une étude de la réforme du second cycle qui, au début des années 70, est évoquée. Ce qui est intéressant, c'est que les deux études n'auront pas du tout le même destin, et je dirais ce que nos deux collègues, Clémence Cardonquin et Xavier Pons, ont tiré de leur étude du ministère de l'Éducation nationale, c'est en gros que l'étude sur le transport scolaire a eu un certain destin, a été conduite, a eu des effets en termes de politique publique, alors qu'au contraire, l'étude de la réforme du second cycle qui était envisagée, elle, sera assez rapidement abandonnée. Et la philosophie ou la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que c'est de la difficulté qu'ont les instruments RCB, finalement, à être articulés au cœur de cible ou aux politiques publiques qui sont le cœur du cible du ministère de l'Éducation nationale. Donc, quand il s'agit de mobiliser la RCB pour des sujets logistiques comme le transport scolaire, ça se fera. Quand il s'agit d'utiliser ces instruments microéconomiques et gestionnaires pour orienter, piloter, gouverner des politiques publiques centrales éducatives, là, il y a beaucoup plus de freins, de limites, avec, je dirais, les oppositions classiques qui sont formulées à l'encontre de la RCB, l'idée que tout ne se mesure pas, l'idée qu'on n'a pas forcément les capacités pour le faire, que les études d'impact sur les politiques éducatives sont difficiles à produire, etc. Mais là encore, on est dans un contexte un peu de laboratoire et d'émergence de ces questionnements. Je dirais le tournant, le fait de mobiliser la quantification pour mesurer les politiques éducatives, évidemment, continuera son cours et se développera par ailleurs.
Alors, je ne vais pas développer l'étude sur le ministère de la Culture. Disons simplement qu'il y a eu une étude RCB sur les monuments historiques au ministère de la Culture. Donc, l'idée était de prioriser, en fait, les dépenses budgétaires de restauration des monuments historiques. Donc, pour vous donner un chiffre, il y avait 11 000 édifices classés, 16 000 édifices inscrits. Et donc, la question était comment répartir la manne budgétaire dans des programmes de restauration. Donc, pour donner, juste pour conclure, là, je citerai la citation de Jacques Duhamel, ministre de la Culture. « Mieux vaut 1000 monuments pour 100 ans que 50 monuments pour 1000 ans ». Donc, l'idée est bien d'utiliser les études microéconomiques pour prioriser les dépenses budgétaires à partir de toute une série de critères, multicritères, on parle d'analyse multicritère, pour savoir quel monument historique devait bénéficier en priorité de programmes budgétaires pluriannuels. Alors, on va peut-être conclure. Voilà, juste sur la fin de la RCB, on peut garder pour les questions les diapos sur la RCB et l'OLF. Mais pour conclure sur la RCB et son enlisement, je passe d'abord la parole à Florence pour dire un mot de la manière dont la coalition porteuse s'est progressivement délitée. Et puis je dirai un tout petit mot de conclusion sur l'essor des savoirs. Alors, à partir de 1972, en effet, on a à la fois un effacement du portage politique. Jacques Chaban-Delmas s'en va. Valéry Giscard d'Estaing prend le relais, mais très vite, 1973, le choc pétrolier apporte en octobre 73 de nouvelles questions beaucoup plus économiques et finalement le pilotage de l'État, la rationalisation des budgétaires, c'est un peu un problème de riches. Et donc là, il y a urgence sur la question énergétique, la montée du chômage, etc. Donc déjà un affaissement, un effacement finalement du portage politique. Et puis aussi un effacement du portage administratif de la RCB, avec d'une part on va dire l'écartement, une espèce d'effet ciseau entre les préoccupations de la direction de la prévision d'un côté et la direction du budget de l'autre. Le départ vraiment administratif des grands directeurs qui ont porté la RCB dans les années 69-72, donc Philippe Huette pour le ministère des Finances et les instruments de gestion, Renaud de la Genière, directeur du budget, etc. Donc une sorte de délitement de la coalition qui fait que finalement la RCB va terminer en quelque sorte, va se routiniser, se bureaucratiser, et il va en rester essentiellement les budgets de programme avec la circulaire de 1978. Je termine en disant ce qui est un des enseignements aussi de l'étude d'une réforme comme la rationalisation des choix budgétaires, c'est de dépasser, disons, une lecture qui serait une lecture en termes de succès ou d'échec, mais pour montrer que c'est plus complexe à analyser. Et donc si la réforme, en tant que réforme institutionnelle, s'est délitée à partir de 73, comme l'a rappelé Florence, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a la RCB a été un laboratoire et a favorisé la dissémination, la diffusion d'un très grand nombre d'instruments et de savoirs. Et donc, je dirais, il y a une vie propre aux trois instruments de la RCB qu'on peut chercher à retracer. On ne va pas le faire là, mais ce qu'on peut juste dire de manière schématique, c'est dire, d'abord, ces grandes études coût-efficacité qu'on a mentionnées, et il y en a eu beaucoup d'autres, elles ont favorisé, comme l'a rappelé Florence, l'essaimage de ces savoirs microéconomiques, de ces réflexions sur la quantification des politiques publiques, et donc elles ont eu une emprise, certes inégale, mais significative dans les ministères. Et comme l'a aussi mentionné Florence, elles ont aussi souvent, c'est par exemple beaucoup le cas à l'éducation nationale, elles ont porté aussi un essor des instruments, des systèmes d'information, et donc à terme de l'informatique ou des bases de données, de manière à pouvoir renseigner des politiques publiques avec un grand nombre de données quantitatives.
Deuxième chose, c'est les budgets de programme. Alors, juste un mot sur les budgets de programme. Ils ont été rendus obligatoires, donc on appelait ça les blancs budgétaires, en plus donc des budgets de moyens que les ministères devaient réaliser dans le cadre de l'ordonnance de 59. Ils ont été rendus obligatoires à partir de 1975. Ce qui est très intéressant, c'est que les ministères vont les produire jusqu'en 1996. Et donc là, on voit comment il y a une sorte de routinisation dans la production de ce budget. Et donc la date est intéressante par rapport à la LOLF, parce qu'on sait que la LOLF, elle est certes votée en 2001, mais le point de départ de la LOLF, c'est 1998. Donc on voit finalement qu'il y a une sorte de chronologie, presque une continuité dans la fin de la production des budgets de programme et dans le lancement de l'élaboration de la LOLF. Mais au-delà de cela, je crois que ce qui est intéressant dans les budgets de programme, c'est toutes les difficultés, en fait, que leur élaboration posait. Et de ce point de vue-là, donc les budgets de programme ont été faiblement utilisés. Ils ont été faiblement utilisés par les parlementaires. Ils ont été faiblement utilisés dans la procédure budgétaire. Mais en même temps, les difficultés auxquelles les acteurs qui les produisaient étaient confrontés ont été intéressantes et je dirais productives dans les types de réflexion et de besoins de connaissances qu'ils ont produits. Donc, savoir élaborer un programme, mobiliser correctement la grammaire des programmes, les calculs de coûts, quelles difficultés ils posent, l'élaboration des indicateurs, ils n'étaient pas toujours très présents dans les budgets de programme. Donc, il y a tout un tas de problèmes techniques auxquels les ministères se sont confrontés. Problèmes techniques, j'ai envie de dire, qui trouveront ensuite des réponses ultérieurement avec le développement du management. Et je termine juste sur les méthodes modernes de gestion. On a notre sentiment et que elles ont été donc ça veut dire des formations au contrôle de gestion, à la comptabilité analytique, à la direction par objectif. Elles ont été finalement très gagnantes dans le développement de la RCB. On l'a peut-être pas assez dit, mais je terminerai là-dessus. Ces méthodes plus dispersées, plus lâches, qui au départ n'étaient pas les méthodes pilotes. La RCB, c'était vraiment les budgets de programme et les études microéconomiques, coût-efficacité. Ces méthodes modernes de gestion, elles sont rapidement apparues comme l'huile dans les rouages, comme le langage le plus facilement diffusable, comme le langage commun le plus facilement diffusable dans les ministères pour convaincre les esprits et pour former un maximum d'agents aux nouveaux raisonnements et aux nouveaux instruments au cœur de la RCB. Et donc, de ce point de vue-là, dans les formations au management, les formations au contrôle de gestion, aux méthodes modernes de management ont été très fortement développées et ont servi de laboratoire de genèse à ce qu'on a appelé ensuite le management public, voire le New Public Management ou la nouvelle gestion publique. Voilà, j'arrête là. Merci beaucoup à tous les deux. Peut-être y a-t-il des questions ou des réactions. Vous avez fait le lien avec les politiques américaines et donc cette inspiration. Y a-t-il eu un lien avec l'Europe? Vous n'avez pas du tout mentionné l'Europe. Est-ce que c'était uniquement initiative française et y a-t-il eu des liens avec l'Europe? Deuxième point, vous n'avez jamais mentionné la question environnementale. Est-ce que la conscientisation environnementale n'était pas là, tout simplement, ou est-ce qu'elle était sous-jacente quelque part? Voilà. Le mot non plus, je ne l'ai pas entendu. Alors, je laisserai répondre Philippe peut-être sur la question européenne. En tout cas, dans les archives du ministère des Finances, c'est clairement un dialogue avec les États-Unis et vraiment une réforme, on va dire, endogène au sein des finances. Bon, il y a peut-être des nuances à apporter à ce que je viens de dire. Quant au ministère de l'Environnement, en effet, l'intitulé apparaît au milieu des années 70. Donc, en fait, il apparaît alors que la RCB est déjà en train
voilà, est déjà en train de s'affadir. Mais bon, Philippe aura peut-être des informations plus aiguës. Plus aigu, non, je pense pas. C'est une très bonne question. Sur l'Europe, je dois dire qu'effectivement, on n'a pas, alors peut-être est-ce un biais de notre part, mais on n'a pas trouvé dans les archives de traces de réunions intergouvernementales ou entre des ministères en Europe. C'est vraiment une bonne question. On n'en a pas vu trace. Le fait qu'on n'en ait pas vu trace ne veut pas dire que ça n'avait pas existé, parce que des équivalents de la RCB dans d'autres contextes nationaux, je pense qu'il y en a eu quelques-uns en Europe. Je pense peut-être aux Pays-Bas, mais il faudrait... mais en tout cas, voilà. De fait, c'est pas... on n'a pas trouvé trace de ça dans les archives du ministère. Je ne pense pas qu'on en ait raté de ce point de vue-là, mais peut-être on n'a peut-être pas tout exhaustivement exploré. J'ai 4 questions, mais peut-être j'en poserai que 2 parce qu'il y a peu de temps. Vous avez beaucoup parlé de comment s'est formée cette coalition de soutien et de portage politico-administratif. Je me demandais s'il y avait eu des critiques qui ont été portées au sein de l'administration et quelle était l'attitude des autres partis d'opposition. Est-ce que ça a été un objet de lutte politique? Et puis, puisque vous n'avez pas eu le temps de projeter votre dernière diapositive, je me demandais, est-ce que les promoteurs de la LOLF se réclament de la RCB, ou est-ce que ces deux réformes qui ont eu bien qu'elles soient qu'elles aient des objets de similarité, est-ce que elles ont eu leur vie indépendante? Ok, alors moi je vais répondre à la question du portage politique. Les critiques n'ont pas manqué. D'abord, c'est une réforme qui vient du ministère des Finances, qui est menée, conduite de bout en bout, finalement, par le ministère des Finances, même si elle doit à la fois nouer des coalitions en interne et des coalitions en externe, le ministère de l'Équipement étant temporairement, finalement, un allié. Donc les critiques sont venues de la Cour des comptes, du Parlement, qui une fois de plus s'est dit floué de ses droits et de ses compétences à réfléchir sur la réforme budgétaire. Donc en effet, il n'y a aucune liaison, ou quasiment pas. Je crois que le secrétaire d'État au budget va une fois au Parlement, mais parce que le Parlement, la Commission des finances a hurlé, donc ils vont au Parlement présenter la RCB. Mais il y a vraiment, et c'est un des vices de la réforme, c'est qu'en effet, le Parlement est absent, est totalement, c'est même pas qu'il est, évité ou détourné, c'est qu'il compte pas, quoi. Donc la réforme ne se fait pas avec le Parlement, et la Cour des comptes endosse et fait alliance avec le Parlement pour dire que c'est pas comme ça qu'on doit faire une réforme budgétaire. Voilà. Et un petit mot, merci Eduardo de nous permettre de juste peut-être projeter les deux dernières diapos, mais peut-être deux choses. D'abord, dans l'ouvrage, on a vraiment essayé de ne pas faire d'anachronisme, c'est-à-dire de penser la RCB dans son époque. Et donc pour nous, il ne s'agit pas de projeter des préoccupations, des enjeux, des contextes qui étaient ceux de la LOLF dans la RCB. Et donc on pense au contraire qu'il y a, c'est ce que dit la diapo juste avant, la RCB dans son moment, pour toutes les raisons qu'on a déjà largement évoquées. La RCB doit être pensée dans le contexte de la fin des années 60, du début des années 70. Il y a un argument là-dessus qu'on n'a pas mentionné, mais qui est important, c'est son articulation, ou plutôt sa critique implicite de la planification. C'est une réforme qui s'inscrit dans un moment où la planification est étendue et où, justement, du coup, le recours à des instruments de suivi, de mesure, de quantification, aussi bien microéconomique que gestionnaire, est censé venir, en quelque sorte, discipliner une planification à ce moment-là, disons, étendue.
Donc ce lien RCB planification, je pense qu'il est extrêmement intéressant à penser. Et c'est ce qui fait aussi, c'est à la fois dans la combinaison des deux et la dimension critique que la RCB peut amener à la planification. Mais par exemple, la dimension pluriannuelle, ça vient aussi de cette articulation entre RCB et planification. Parce que la planification est pluriannuelle, la réflexion sur les budgets de programme, elle doit aussi tenir compte de cette dimension-là. Alors ensuite, dans la RCB et dans le lien à la LOLF, alors je parle peut-être sous contrôle de Bernard Abat, mais je ne crois pas que les réformateurs de la LOLF se revendiquaient beaucoup de la RCB. J'aurais même tendance à dire que la RCB a un peu vacciné la direction du budget contre les réformes budgétaires pendant un bon moment. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais pu observer dans un autre travail. J'avais le sentiment que la RCB avait été considérée par la direction du budget comme un investissement très lourd, très long, de longue durée. Raté. Mais en termes de réforme budgétaire, mais sans pouvoir produire le contrôle des dépenses publiques sur les ministères que la direction du budget a toujours en tête. Et donc, du coup, la RCB, de ce point de vue-là, n'est pas particulièrement, au contraire, revendiquée par les promoteurs de la LOLF. En revanche, et juste en un mot, il y a des points communs indiscutables dans les instruments, dans une série de réflexions qui, encore une fois, sont développées sur un mode d'expérimentation au début des années 70, qui reviendront en plus grand, en plus systématique avec la LOLF, mais il y a aussi des différences très importantes. L'irréversibilité, la LOLF est extrêmement contraignante, la RCB ne l'était pas. La philosophie de la RCB et de la LOLF qui est un peu opposée. La RCB partait de l'idée de la mesure des décisions ex-ante avec l'utilisation des études microéconomiques. Donc il s'agissait en quelque sorte de rationaliser les prises de décision comme point de départ. La LOLF est beaucoup plus centrée sur la mesure des résultats et leur prise en compte. Et puis le portage politique qui, me semble-t-il, est très différent, beaucoup plus complet dans le cadre de la LOLF. Et j'ai envie de dire, la RCB est une initiative d'abord ministérielle, ministère des Finances, avec un portage politique itinérant. La LOLF, c'est une toute autre histoire, un portage parlementaire initial, avec le suivi ensuite du ministère des Finances et un portage politique, Lionel Jospin, dont on pourrait parler, mais qui a été plutôt de laisser faire, de favoriser, enfin on ne va pas revenir dans la généalogie de la LOLF, mais de laisser faire une loi organique avec le soutien de l'ensemble des partis politiques, et donc un portage qui a été, on va dire, réel mais discret. Oui, je ne sais pas si ce micro marche tout seul. Oui, ça marche tout seul. Ouais. Sur cette question donc, de l'héritage RCB dans la LOLF, je crois que votre étude que je découvre est très intéressante parce qu'elle fait voir effectivement que nous avons été, nous, promoteurs de la LOLF, un peu injustes vis-à-vis de la RCB. Parce que ce que nous avons vu, c'est le côté budget de programme qui était en état de mort cérébrale depuis très longtemps et puis qu'on continuait à produire de manière dispendieuse et sans aucune utilité. Nous savions que ça n'avait pas été le cas aux États-Unis, par exemple. Le PPBS a été abandonné quasiment 2 ans ou 3 ans après sa création parce que nous disions les Américains sont pragmatiques, quelque chose ne marche pas, on arrête. C'était pas le cas en France, donc, et puisque c'est seulement, comme vous le rappeliez, en 1995 ou 96 que le dernier blanc budget de programme a cessé de paraître. Alors que plus personne ne s'y intéressait depuis déjà très très longtemps. Alors, pourquoi nous avons été injustes ? Parce que nous n'avons pas bien perçu à cette époque que beaucoup de culture administrative sur laquelle nous allions nous appuyer pour implanter la LOLF venaient des efforts de la RCB. Il suffit de citer donc 2 choses, donc la culture du contrôle de gestion et la culture du pilotage par objectif.
C'est effectivement cette culture-là que nous avons trouvée dans des administrations, dans 2 administrations pilotes qui vont nous servir, au ministère de l'Équipement et à la Direction générale des impôts, puisque c'est à partir des expériences internes de pilotage par objectif de ces 2 administrations que nous avons construit l'appareillage idéologique et technique de la LOLF. Alors, en revanche, donc, il reste vrai, je crois, qu'il y a eu un basculement du centre de gravité des préoccupations. J'ai l'impression, au terme de votre étude, que la RCB, malgré tout, le centre de préoccupation principal, c'était le déficit de connaissances. Pour nous, au moment de la LOLF, le déficit principal, c'est le déficit d'action. Donc, on est passé d'une problématique de recherche de connaissances à une problématique de facilitation d'action. Au moment de la LOLF, on considère, si on est schématique, que, au fond, les grands objectifs des politiques publiques, ils ne sont pas si compliqués que ça. Ce n'est pas très difficile de se mettre d'accord sur quels sont les objectifs de la Direction générale des impôts. On y arrive assez facilement. Et on pourrait, au fond, faire le même travail à l'Éducation nationale et réunir un consensus assez facilement. Ce qui est compliqué, c'est d'arriver à réorganiser l'action administrative pour qu'elle soit plus efficace. Et ça a été ça, l'ambition, au travers d'un levier budgétaire qui, je crois on peut le dire 20 ans après, s'est avéré inadapté et insuffisant. C'est-à-dire que cette ambition de restaurer une capacité d'efficacité dans l'action n'a pas pu être atteinte avec le simple levier de la réforme budgétaire. On en est aujourd'hui, je pense, totalement conscient. Mais historiquement, ce basculement connaissance-action, je crois, est assez net à ce moment charnière. Pour soutenir votre propos, en tout cas, il est très clair que à l'époque de la RCB, ce qui est très frappant, c'est le thème de la cécité de l'État. C'est le thème, on ne sait pas quels sont nos objectifs, on ne sait pas prioriser les objectifs, on ne sait pas les hiérarchiser. Et ça va tout à fait dans votre sens. Juste dans le même sens, où effectivement, ce qui est frappant dans les enquêtes que les collègues ont menées sur les ministères, c'est de voir effectivement que les questions qui se posent sont des questions de connaissances, de collecte de données, de mise en œuvre basique d'indicateurs, etc. Donc des choses, comme vous l'avez dit, qui, je pense... Il y a évidemment d'autres réformes qui ont porté et favorisé les instruments gestionnaires entre la RCB et la LOLF. Et donc, il y a eu une acculturation dans les ministères. Mais c'est intéressant, par exemple, de voir que le ministère de l'Équipement est un des ministères pilotes dont s'inspirent les réformateurs porteurs de la LOLF, dont vous êtes, et qu'il était déjà dans les ministères pilotes sur ces enjeux-là dans les années 60. Merci beaucoup. Je suis désolée, on est obligé de s'interrompre malgré l'intérêt, on le voit, du sujet. Merci beaucoup à vous deux pour avoir rendu ça très accessible. L'ouvrage est à votre disposition si vous le souhaitez. Il est plus aride un petit peu à lire, mais extrêmement intéressant. Merci beaucoup. On se retrouvera pour un prochain Midi Histoire le 15 novembre. Sur un autre sujet avec Anne Lemonde et Florent Garnier, qui sont historiens et qui nous parleront de la fraude au Moyen-Âge, une affaire de taille. Voilà, merci beaucoup, bon après-midi.